J'en étais sûre. L'eau est trouble. Oh, elle est encore plus trouble. Un papier. Papa, maman, l'eau du ruisseau est polluée. Je vais partir en exploration, trouver la solution du problème. Oui, je reviens pour le goûter. Nico, viens avec moi. Prends ton enregistreur à cassette. On va aller voir la vieille dame qui vit dans le moulin au bout de la rue. Vieille dame sage, savez-vous pourquoi l'eau du ruisseau est polluée? Tu vois, Nico, des bouteilles en plastique et des champs de céréales, beaucoup plus. Bah oui, apparemment, ça pollue les céréales. Même les chocs à pic. Et moins de forêt aussi. D'accord, merci. On vous tient au courant. Viens, maintenant, on va aller voir mon instituteur à l'autre bout de la rue. Parce que mon instituteur, c'est le maire du village. Maître, l'eau du ruisseau est polluée. Faites votre travail. Tu vois, Nico, on a sauvé la rivière. À nous tout seuls. Mais oui, mais c'est ça que je veux faire plus tard. J'ai enfin la réponse. Papa, maman, je sais ce que je veux faire plus tard. Je veux être aventurière, justicière. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais une conférence gesticulée. Ce verre d'eau a l'air transparent, clair. L'eau du robinet, c'est anodin. En France, on ouvre le robinet, l'eau coule en quantité. On dit partout qu'elle est potable. C'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Mais derrière cette eau, il y a plein d'enjeux et d'intérêts aussi. Bon, il y a des enjeux de santé publique, sanitaire, ça paraît logique. Hein. Des enjeux environnementaux aussi. Oh, des enjeux économiques et politiques, là, c'est fort en bouche, là. Et puis, j'arrive pas à le faire. Des enjeux de démocratie et de justice sociale aussi. Nous sommes le 16 mai 2000. À l'aube du nouveau millénaire, dans le petit canton de Maubourguet, dans les Hautes-Pyrénées. C'est le matin. Tout est paisible. Si vous regardez d'en haut, vous voyez que le paysage est marron, bardé de taches vertes. Si vous vous rapprochez, vous voyez que ces petites taches, c'est des épices, c'est des plants de maïs qui poussent. Il y en a partout à perte de vue. Oh, bientôt, ils seront hauts et on aura l'impression d'être dans des labyrinthes avec les petites routes. Un bruit qui coule, c'est l'Adour, le fleuve. Et là, le 16 mai au matin, alors que tout est calme, tous les habitants, 3500 habitants du canton, reçoivent le même message. En mairie, partout, les mêmes mots. Dans le journal, jusqu'à un arrêté préfectoral. Vous ne pouvez plus boire l'eau du robinet, elle est contaminée par un pesticide, l'atrazine. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Arrivé dans les nappes phréatiques. Ouais. Il y était déjà dans les nappes phréatiques, à la même dose. Il a été interdit après ça. Non. Une élection, un truc. Non. C'est les normes qui ont changé. Et oui, l'eau potable, c'est des normes. La norme pour les pesticides, dès le début, ça a été tolérance zéro. Donc en fait, la norme, c'était le seuil de détection. On ne pouvait pas, avec les moyens qu'on avait, détecter les pesticides à moins de 0,1 microgrammes par litre. Donc la norme disait qu'il ne fallait pas qu'on retrouve plus de 0,1 microgramme par litre de chaque substance. Mais comme des substances, dès le début, il y en avait beaucoup, 3000 en agriculture, 500 en jardinerie, il y avait quand même une norme, parce que sinon on aurait pu mettre 500 substances côte à côte. Il y a une norme qui disait quand même que le cumul des substances ne devait pas faire plus de 0,5 microgrammes par litre. C'était la norme. Mais il y a quelque chose qu'on s'est mis à rechercher au début des années 2000 qu'on ne recherchait pas avant. C'est les produits de dégradation des pesticides. Je vous explique. Quand un pesticide, une matière, tombe sur le sol, au contact de l'eau, du sol, de la terre, elle change de formule chimique. La molécule se transforme, elle se dégrade. Sauf que
ce qu'on disait, c'était qu'elle se dégradait de façon totale et absolument anodine pour l'environnement, mais non, on s'est rendu compte qu'elle se transformait en une substance qui pouvait être plus toxique parfois. Et c'est le cas de le produit de dégradation de l'atrazine, qui est un herbicide. Donc, les pesticides, on les appelle aussi les produits phytopharmaceutiques. Sur tous les sites officiels de l'État, c'est produits phytopharmaceutiques. C'est des médicaments, en fait. C'est pour protéger les plantes. Sauf que ça les protège en éradiquant ce qui est considéré comme leurs ennemis. Donc les herbicides, ça tue l'herbe, les insecticides, ça tue les insectes, et les fongicides, ça tue les champignons. C'est pour que ce soit clair. Et donc du coup, là, 16 mai 2000, on se met à rechercher dans l'eau juste un seul produit de dégradation, la déséthylatrazine, le principal de l'atrazine. Et rien que le taux de l'atrazine plus de la déséthylatrazine, ça a fait exploser les taux. Et on ne trouve que ce qu'on cherche. Mais tout ce qui n'est pas encore connu, reconnu comme dangereux pour la santé, ça n'a pas été démontré scientifiquement, ou alors il n'y a pas eu de mobilisation collective qui ont été assez entendues pour faire entendre, ça reste inconnu. Ou tous les produits qu'on ne sait pas encore mesurer ou qu'on ne sait pas traiter. Donc, la norme change. Et à Maubourguet, c'est le drame. Le maire, qui est responsable de la salubrité publique, doit distribuer tous les jours 3 litres d'eau à chacun de ses abonnés. 10 000 bouteilles d'eau tous les jours. Ça va durer 2 mois. 2 mois avant qu'un filtre charbon actif, qui traite les pesticides, soit posé sur la fontaine publique du village. Et encore 7 mois avant que l'eau redevienne potable au robinet. 1 an pour pas mal de communes autour. Et du coup, il y avait des réunions publiques où c'était... mais le préfet était convoqué, évidemment, enfin, venait convoquer les gens et disait mais on ne peut pas se doucher, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire cuire des pâtes? Et là, les prises de position, c'est les agriculteurs qui polluent avec leurs pesticides. Donc dans le village, ça devenait intenable. C'était un village où la principale activité est agricole. Mais les agriculteurs, ils vivent dans le village aussi. Pourquoi ils iraient consciemment se polluer eux-mêmes, leur famille, leurs voisins? À Maubourguet, les agriculteurs sont fiers de leurs champs. Ils sont fiers parce que leurs champs sont propres. Entre les pieds de maïs, il n'y a pas d'herbe. Mais oui, mais de quasiment tout temps, l'herbe était considérée comme un ennemi de la plante, qui lui prenait son énergie et l'empêchait de pousser. Sauf que jusqu'au début du XXe siècle, le désherbage se faisait de façon mécanique, manuelle, mais ça mettait à contribution toute la famille. Mais après la guerre, les produits sont arrivés de plus en plus nombreux. Puis aussi, il a fallu remplir les objectifs alimentaires. Les fermes sont devenues des exploitations performantes avec de plus en plus de surface à désherber. Tout est fait pour promouvoir le modèle. Intensification, mécanisation, subvention. Et oui, le maïs irrigué est très bien subventionné. Le printemps, c'est aussi le moment des pluies. La pluie tombe, elle brasse ces sols à nu, elle entraîne les matières actives dans la nappe, un contrôle, la norme change et paf, c'est le drame. Mais les habitants de Maubourguet sont très chanceux. Le chef du canton a une autre fonction très importante. C'est le ministre de l'Agriculture de l'époque. Oui, Jean Glavany. Nous sommes en 2000, c'est un gouvernement socialiste qui s'est fait élire notamment en montrant qu'il prenait à bras-le-corps les enjeux écologiques. Il a même nommé Dominique Voynet, une écologiste, ministre de l'Agriculture. Donc le ministre de l'Environnement. Donc le ministre de l'Agriculture ne peut pas fermer les yeux. Il doit montrer qu'il prend le problème à bras-le-corps, qu'il n'est pas soumis au lobby de l'agriculture intensive. Il y a même une loi sur l'eau qui se négocie en ce moment. Donc il prend des positions. Moi, Jean Glavany, j'annonce une révolution, tranquille, dixit, de l'agriculture qui va dans le sens d'un développement durable. Non mais si, bravo quand même, hein, bravo, parce que c'est merveilleux pour Maubourguet. Ça va être la vitrine d'un nouveau modèle. Alors d'après vous, quelles solutions ambitieuses qui vont dans le sens du développement durable ont été mises en œuvre pour résoudre le problème à la racine et qu'on puisse reboire de l'eau durablement? On a changé les normes. Eh bien non. Ça, ce sera peut-être dans 10 ou 20 ans, quand on ne pourra plus boire. Ils ont trouvé un autre pesticide, mais avant ça,
pour en mettre un, il y a une autre... Pardon ? Il y a eu un arrêté atrazine. On est en 2001. L'atrazine a été interdit nationalement en 2003, mais c'était déjà dans les tuyaux. Hein. C'était pas une prise de décision si forte. Donc, localement, il y a eu un arrêté atrazine, un arrêté préfectoral, qui disait qu'autour des points de captage d'eau, il ne fallait plus mettre d'atrazine. Il présentait aussi tout un tas de mesures comme soi-disant étant préventives, mais en fait, c'était plutôt des rappels à la réglementation qui n'allaient pas très loin, à part mettre des bandes enherbées le long des ruisseaux, ce qui a été aussi rendu obligatoire quelques temps après. Donc la mesure, c'était cet arrêté atrazine. Et les agriculteurs avaient été tellement montrés du doigt qu'ils ont joué le jeu. Et très vite, effectivement, on a vu l'atrazine commencer à descendre dans les analyses d'eau. Mais on a vu monter autre chose. Ben, ils ont arrêté l'atrazine, mais à la place, ils ont mis du glyphosate. Mais oui, parce que tant que les pratiques agricoles ne changent pas, mais le glyphosate, attention, là, c'était biodégradable. Hein. Mais souvenez-vous, il y avait des pubs à la télé. Vous vous souvenez pas de la pub pour le Roundup ? Parce que le glyphosate, c'est le Roundup, avec le chien qui creuse un petit trou, là, son os, dans le sol, il l'enterre, il va le chercher, l'os, il est nickel. Mais les habitants de Maubourguet sont très chanceux. Le chef du canton a une autre fonction très importante. C'est le ministre de l'Agriculture de l'époque. Oui, oui, oui. Jean Glavany. Nous sommes en 2000, c'est un gouvernement socialiste qui s'est fait élire notamment en montrant qu'il prenait à bras-le-corps les enjeux écologiques. Il a même nommé Dominique Voynet, une écologiste, ministre de l'Agriculture. Donc le ministre de l'Environnement. Donc le ministre de l'Agriculture ne peut pas fermer les yeux. Il doit montrer qu'il prend le problème à bras-le-corps, qu'il n'est pas soumis au lobby de l'agriculture intensive. Il y a même une loi sur l'eau qui se négocie en ce moment. Donc il prend des positions. Moi, Jean Glavany, j'annonce une révolution, tranquille, dixit, de l'agriculture qui va dans le sens d'un développement durable. Donc, quelques temps plus tard, à mesure que l'atrazine baisse, le glyphosate fait son apparition. La première solution, c'est l'abandon de captage. Le captage est contaminé, on l'abandonne. Et ça, l'abandon de captage, c'est extrêmement pratiqué. Il y en a à peu près une 60aine par an en France, et dans certaines régions, dans les Deux-Sèvres, il y en a eu 117 en 20 ans. Par exemple. L'abandon de captage, ça présente un intérêt. Une fois qu'un captage est abandonné, on enlève la pompe, il n'apparaît plus dans les statistiques. Il n'y a plus d'analyses qui sont faites dessus. Donc si vous abandonnez tous les captages les plus contaminés, mécaniquement, la qualité de l'eau s'améliore. C'est comme ça qu'en Bretagne, la qualité de l'eau ne cesse de s'améliorer. Donc l'abandon de captage. Mais après, une fois qu'il a été abandonné, il faut tirer du réseau pour aller se raccorder aux voisins. On espère que l'eau est mieux. Et d'ailleurs, la deuxième solution qui intervient, et là elle est beaucoup utilisée pour les nitrates, vous savez, c'est les fertilisants, c'est la dilution. Vous avez une eau, voilà, votre eau est contaminée, mais pas trop encore, vous êtes au-dessus de la norme, et ça se calcule vraiment comme ça. Les nitrates, la norme, c'est 50 mg. Vous avez votre eau qui a 60-70 mg. Vous allez chercher une eau du voisin qui a moins, vous diluez, et elle est en dessous des normes, elle est potable. Et c'est ce qui permet aux communes de distribuer beaucoup d'eau. Et la troisième, le traitement. Et oui, et pourquoi c'est possible ça ? Parce qu'en France, les normes sont sur la qualité de l'eau au robinet, pas à la source. C'est pas si évident, il y a des pays, au Danemark, l'eau doit être potable à la source. Alors ils ont des sources souvent assez profondes, donc ils sont plus protégés, mais c'est quand même totalement différent comme choix politique et comme solution après. Vous ne pouvez pas laisser s'installer. Mais en France, il y a eu l'eau de tout temps a été gérée beaucoup par les ingénieurs et c'est par la science technique. Et donc il y a cette foi en la technique, on peut tout traiter, tout dépolluer. Et les services qui s'occupent de la gestion de l'eau potable ne sont pas les mêmes qui s'occupaient de la protection de l'environnement. Donc il y avait aussi un cloisonnement qui était un peu idéologique entre. Et puis ce sont les mêmes après qui vont dans les grands corps de l'État, qui amènent cette vision technique, ou qui vont aussi dans les entreprises privées qui touchent de l'argent aussi en dépolluant. Donc, et puis aussi, c'est une solution qui permet de ne pas rentrer en conflit
avec l'activité locale ou de ne pas perturber les activités localement, agricoles notamment, qui sont beaucoup dans l'espace rural, où on va chercher l'eau potable. Ben, il y a des fois, ça ne suffit plus. Et dans beaucoup et de plus en plus de départements, on a tellement abandonné de captage, tellement raccordé tout le monde, qu'en fait, on a rendu les gens encore plus vulnérables. Et il y a des endroits où il n'y a plus d'autres ressources. On ne peut plus aller chercher d'autres ressources, il n'y en a plus. On a fait dans les Deux-Sèvres, encore, ils ont fait toutes les études possibles, il n'y a pas d'autres ressources. Tout le monde, il y a des départements, ils ont abandonné 200 captages peut-être. Ils sont tous raccordés que sur une soixantaine. Et du coup, ils sont un peu comme dans une nasse. Ils peuvent pas, parce que pendant longtemps, il n'y avait pas de sécheresse, ou alors on pensait que l'eau était à profusion. Mais là, avec les sécheresses qui arrivent, il y en a beaucoup qui commencent à se dire que les choix finalement ont été mauvais, mais on ne peut pas rétablir la qualité de l'eau, ça met trop de temps. Donc, quand l'eau n'est plus potable, ou alors il y a une solution magique. Dans l'Aude, 63 communes sont en dérogation parce qu'elles distribuent une eau qui n'est pas constante. Donc, il est demandé aux communes et aux gestionnaires de mettre tout en œuvre pour essayer de rétablir l'eau potable pendant au moins 4 ans. Donc, pendant 4 ans, l'eau est distribuée en étant supérieure aux normes. La population est censée être informée de ça, mais voilà. Il faut avoir une facture, il faut aller chercher l'information. Le service de l'eau est un service public à caractère industriel et commercial, parfaitement transparent et démocratique. Donc à nous tous, on a forcément toutes les réponses aux questions. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous savez sa qualité au robinet? C'est-à-dire qualité? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans ou pas? Si elle est potable, si elle n'est pas potable? Du calcaire, ouais. Souvent on dit ouais, calcaire ou la goutte chlore. Hein, c'est pas trop. Globalement, la qualité de l'eau, la qualité est potable. Hein, c'est à 96%. Sauf du coup, maintenant vous le savez, pour 63 communes de l'Aude, où il y a une dérogation. Alors c'est dans la Montagne Noire et le Narbonne, le Grand Narbonne. Narbonne, c'est une zone complètement contaminée par les pesticides. Est-ce que vous savez si le captage qui vous alimente a des périmètres de protection? En fait, c'est autour du captage. Vous avez d'abord une barrière pour empêcher qu'il y ait des déversements directs. Ça, c'est le périmètre immédiat. Vous avez un périmètre rapproché. C'est un hydrogéologue, une personne spécialisée qui le délimite. Et en gros, ce périmètre, il a vocation à ce que s'il y a quelque chose qui est déversé, un camion qui se renverse à l'extérieur de ce périmètre, il faut qu'il y ait un temps pour couper, avant qu'on s'en rende compte et qu'on puisse couper le robinet, en gros, avant que l'eau arrive. C'est une espèce de zone tampon encore. Et là, en général, dans ces zones, on interdit toute activité agricole ou autre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de captages sont fermés. Quand ces procédures doivent se mettre en place, des fois, on préfère fermer le captage plutôt que de rentrer dans cette procédure qui peut contraindre l'activité agricole ou être très coûteuse ou autre. Et il y a un périmètre de protection éloigné qui est en fait juste un rappel à la réglementation. Dans l'Aude, il y a 41% des captages qui sont protégés. C'est très peu. Maintenant, au niveau national, on est plutôt à 60-80% quand même. Et est-ce que vous savez, alors là on arrive dans les questions professionnelles, est-ce que vous savez ce qu'est un captage Grenelle? Grenelle de l'environnement. Oh, les captages Grenelle. En plus, vous avez de la chance, vous en avez 4 dans l'Aude. Enfin, on en a 4, j'habite ici. Les captages Grenelle, alors ça, le Grenelle de l'environnement, vous vous souvenez? Nicolas Sarkozy. Ouh, l'environnement, c'est trop bien, Grenelle, pouf. Eh bien, au Grenelle de l'environnement, il y a 500 captages. On a dit, il y a 500 captages prioritaires en France qui sont contaminés par les nitrates et les pesticides. Là, on va mettre les moyens. Là, l'eau sera potable à la source. 500 captages. Il y en a 33 000 en France. Ouh. Mais il y en a 500 qui ont été sélectionnés. On a demandé aux départements de mouliner un peu leurs données là, et d'en sortir. Alors, des départements, bizarrement, il n'y en a qu'un qui est remonté ou pas du tout. Et dans l'autre, il y en a 4 qui sont remontés, dont la Digne d'Aval ou d'Amont, je ne sais jamais, d'Aval. La Digne d'Aval qui est très contaminée par les pesticides. Et d'autres captages. Et donc là, ils sont censés mettre en place des plans d'action pour restaurer la qualité de l'eau à la source. Donc faire évoluer les pratiques. Mais c'est très difficile à mettre en place. Alors, dans l'Aude, oui, mais il y a des endroits où on n'a pas pris que des trucs bien pourris. On a pris des trucs où on savait qu'on pourrait avoir une amélioration de la qualité de l'eau. Ça a été très négocié au niveau local selon les enjeux du territoire. Est-ce que vous savez combien le pourcentage que vous utilisez pour l'eau potable, pour boire, juste pour boire?
1% juste pour boire. 7% si vous mettez vraiment la cuisine, tout ça. Et les toilettes, vous savez combien ça prend de votre, en moyenne? Non, bah après ça peut dépendre. Statistiquement, pas loin, 20%. Alors là, c'est des grandes, c'est large, hein, c'est à l'échelle nationale, hein, ça. Mais ça donne quand même un ordre d'idée assez impressionnant. Est-ce que vous savez qui c'est qui gère votre eau? Oui. Alors, Veolia. Puisque le maire des Puy. Alors, parce que c'est que vous choisissiez de déléguer à un privé ou pas, ça reste la mairie ou le syndicat d'eau qui est responsable du réseau. Le maire est la personne publique responsable de la salubrité. Il peut choisir de rentrer dans un syndicat d'eau, où là c'est le président du syndicat qui est responsable, et cette structure, mairie ou syndicat, décide de transférer, de rester en régie, donc de gérer à l'échelle communale, hein, d'avoir du coup de prendre des employés ou pas, ou de le déléguer à une société privée, qu'on appelle les fermiers. Je ne sais pas si vous savez, mais que maintenant la gestion communale est amenée à disparaître. En 2020, toutes les communes qui sont encore en gestion à l'échelle communale doivent transférer la gestion à l'intercommunalité. C'est présenté comme un critère de meilleure gestion. Notamment aussi parce qu'avec notamment tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir une eau potable, ça devient de plus en plus difficile de le gérer à une petite échelle, sauf si vous êtes une petite commune. Donc maintenant, à partir de maintenant, a priori, la gestion communale ne va plus exister. Et par rapport à la délégation de services publics, en France, il y a à peu près 30% des services qui sont en gestion privée. Ça peut paraître peu, mais ça concerne à peu près 70% de la population. Parce que ça se concentre beaucoup sur les villes, dans les villes principalement. Et d'ailleurs, si vous habitez dans une commune de plus de 10 000 habitants, il y a une commission consultative des services publics locaux qui est censée être représentative des usagers et porter votre voix. Oui, mais consultatif, ça veut dire on s'en fout. Consultatif, tout à fait. Enfin, ça... Oui. Est-ce que vous savez combien vous payez? Oui. Ah, vous voilà. Non. Alors, dans ceux qui payent vraiment, est-ce que vous savez? Oui. Par an? Au mètre cube, vous savez? Non. 0,70. Ah ouais, c'est une commune. Ah oui, parce que si elle est à moins de 1 euro, elle est quasiment hors la loi. En gros, une commune dans l'Aude, une commune qui fait payer son eau moins de 1,14 € ne reçoit aucun financement public. Oui. Pour recevoir des financements du Conseil général pour le peu qui reste et de l'agence de l'eau dont on parlera après. Mais la moyenne à peu près dans l'Aude, mais c'est pas très fiable parce que c'est à peu près 2,20 €, mais c'est c'est très large. Ça peut aller de communes qui sont à 3 € parce qu'elles ont beaucoup de frais de dépollution, à des communes qui pratiquent encore des forfaits ou autres, ce qui est illégal. La facture. Alors la facture aujourd'hui c'est assez uniforme. Donc pour ceux qui ont une facture, il y a une partie distribution de l'eau. Ça c'est la partie pour aller chercher l'eau, la traiter, passer au château d'eau et l'amener quasiment au bord de votre terrain ou quasiment à votre robinet. Là-dedans, vous avez une part abonnement. Ça, c'est une part fixe. Quel que soit ce que vous consommez, vous avez une part qui est fixe. Et après, vous avez une part consommation qui, là, dépend de votre volume. Collecte et traitement des eaux, ça concerne l'assainissement. Si vous êtes connecté au tout à l'égout, vous payez pour l'assainissement de votre eau. Et puis, vous avez une partie organisme public. Et là, vous voyez que vous payez encore des taxes pour lutte contre la pollution et modernisation des réseaux de collecte. Ça, c'est pour l'assainissement. Toujours à l'agence de l'eau. Bon, il y a aussi des fois une cotisation pour les voies navigables de France. Ça, c'est si c'est remis dans une rivière ou quoi, mais bon, c'est pas le... Donc, l'agence de l'eau, à qui vous versez 3 taxes. Préservation, lutte contre la pollution et modernisation des réseaux de collecte si vous êtes assainissement. L'agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est un établissement public, qui est sous tutelle de l'État, mais qui ne reçoit aucune subvention de l'État. Elle s'autofinance en quelque sorte en faisant payer des redevances et en faisant pour ça appliquer le principe pollueur-payeur. Elle est censée faire appliquer, c'est-à-dire que
L'agence de l'eau, elle est censée faire appliquer la politique de l'eau française, donc de mettre en place des politiques pour restaurer la qualité de l'eau, la préserver, faire des analyses, des recherches. Et donc, pour s'autofinancer, elle prend des prélèvements aux utilisateurs. Donc, sauf qu'elle est beaucoup elle est beaucoup pointée du doigt parce qu'on l'accuse, et ce n'est pas que les associations, c'est aussi par exemple la Cour des comptes qui n'est pas reconnue comme étant particulièrement pro-environnementaliste radicale non plus, pour dire qu'en fait, les usagers contribuent beaucoup, mais reçoivent peu. Donc que le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué. Les agences de l'eau sont financées à 80%, 87% par la facture d'eau des usagers. Je ne veux pas dire de bêtises, 7 ou 10% par les industriels et à 4% par l'agriculture. Et en fait, cette contribution du monde agricole, c'est une taxe qui est prise sur certains produits phytosanitaires. Il y a certains produits phytosanitaires, quand ils sont achetés, l'acheteur paye une taxe qui est collectée et qui est reversée à l'agence de l'eau. Ça représente 4%. Donc, vous voyez bien avec la facture d'eau que l'usager paye à la fois la lutte contre la pollution en amont et à la fois la dépollution en aval. Donc le principe pollueur-payeur voudrait qu'effectivement, l'eau est contaminée en arrivant chez vous, donc vous payez le retraitement derrière. Mais vous payez aussi la lutte en amont. Et c'est là que c'est énormément pointé du doigt pour dire que le principe pollueur n'est pas appliqué. Et aussi parce que les agences de l'eau, là où elles sont doublement... Donc il y a 6 agences de l'eau en France, par grand bassin. Ici, vous dépendez de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Elle fait à peu près tout le tour de la Méditerranée. Donc les gens qui travaillent au sein de l'agence de l'eau, c'est des gens qui ont été recrutés pour leurs compétences, pour leur envie de souvent protéger l'environnement et qui se retrouvent pris en étau parce qu'ils se retrouvent au milieu d'enjeux politiques énormes, de lobbying à l'échelle des agences. Et il y a énormément d'arbitrages qui sont faits dans les allocations de financement qui font que les financements vont plutôt à aider les communes à traiter la dépollution plutôt que de mettre en place des actions qui permettent de restaurer la qualité de l'eau à la source. Par exemple, il y a beaucoup d'actions qui sont mises dans la sensibilisation des agriculteurs pour s'occuper des pulvérisateurs, pour traiter, ce qui est hyper important, mais ce qui ne résout pas le problème à la source. Voire même, c'était très difficile dans les agences de l'eau de faire entendre, de parler d'agriculture plus écologique, parce qu'on ne pouvait pas dire que l'agriculture conventionnelle pouvait coexister. Non, au contraire, il ne fallait pas sous-entendre que l'agriculture conventionnelle ne pouvait pas à la fois nourrir la planète, protéger l'environnement et se financer. Et maintenant, avec la question du réchauffement climatique, c'est même au titre de l'adaptation au changement climatique qu'énormément de subventions, notamment des agences, sont données pour la création de grandes réserves pour l'irrigation. Donc elles sont beaucoup pointées du doigt pour dire qu'elles financent des politiques comme ça et rétrospectivement, comparativement, beaucoup moins de politiques beaucoup plus ambitieuses pour restaurer la qualité de l'eau. Donc ça, c'est les débats qu'il y a beaucoup au sein des agences de l'eau. Et il y a du coup, d'ailleurs, quand vous allez sur les sites officiels, vous voyez de plus en plus que le principe pollueur-payeur maintenant est plutôt appelé principe consommateur-payeur. Ce qui paraît plus proche de la réalité, parce que justement, elles étaient beaucoup pointées du doigt à ce sujet. Donc, la facture d'eau, en fait, permet de financer la politique environnementale, d'une certaine manière. Il y a un ministère de l'Environnement qui est absolument plus doté aujourd'hui, et la facture d'eau permet à la fois de financer les traitements en amont, les traitements en aval. Donc, c'est le cercle vicieux et c'est l'usager qui le finance directement sur la facture d'eau. Mais pourquoi aussi on paye? Eh bien parce qu'en France, même si l'eau est appelée service public, c'est un service à caractère industriel et commercial, c'est un service marchand. Que vous soyez en régie ou que vous êtes délégué à un privé, alors même si en délégation, évidemment, le délégataire se sert encore plus. D'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez avoir une facture où il apparaît nulle part, le prélèvement au délégataire. C'est presque optionnel. Souvent, ça apparaît dans la ligne consommation. Vous avez la part donnée au délégataire, mais des fois, ce n'est pas marqué. Vous le voyez plus si jamais il y a un logo. Et encore, il y a des communes qui le font disparaître, tellement ça a été pointé du doigt ces dernières années. Donc, que ce soit en régie publique ou privée, l'eau est payante. Vous êtes dans l'illégalité si vous ne voulez pas faire payer votre eau dans une commune. Et pourquoi ça? Parce que c'est un principe, on dit que l'eau est un bien commun, mais que l'accès à l'eau
par contre, doit être payant. Tous les frais pour vous amener l'eau doivent être payants. Et d'ailleurs, le prix de l'eau, en fait, il est calculé dans les communes, ça doit être un budget autonome. C'est-à-dire que tous les coûts du service doivent être payés uniquement par la facture. Sauf si vous êtes une toute petite commune, vous ne pouvez pas prendre de votre budget pour faire face aux dépenses. Et ça permet de le donner à un syndicat ou de le déléguer aussi à un privé. C'est une enveloppe indépendante, vous n'avez qu'à passer l'enveloppe. Donc ce système de l'eau-pélo est présenté comme alors autant le principe pollueur-payeur est présenté comme un principe d'éthique environnementale et le principe de l'eau-pélo est présenté comme un principe d'égalité. Ben oui, vous payez en fonction de ce que vous consommez. Non, puisqu'il y a les abonnements. Parce qu'il y a les abonnements notamment, mais en tout cas c'est présenté comme ça. L'égalité de tous face à la facture. Mais c'est une certaine vision de l'égalité. C'est une vision d'un point de vue marchand. Et il y a aussi autre chose qui est pris sur la facture d'eau. Donc, déjà, il y a la TVA. Parce que l'État ne donne pas de sous à la politique de l'eau, mais par contre, il en prend sur la facture. Et même pire. Depuis quelques années, et maintenant c'est institué, l'État prélève sur le fonds des agences de l'eau 200 à 210 millions par an pour redresser la dette de l'État. L'Agence pour la biodiversité, qui s'occupe un peu de toutes les autres politiques, elle est financée à 80% par la facture d'eau. Et la facture d'eau finance aussi l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Pourquoi prélever sur la facture d'eau? Parce que c'est une manne financière énorme. Tout le monde paye l'eau, quel que soit votre revenu. Il n'y a pas de critères social ou économique sur la facture d'eau. Donc si vous prélevez même un petit peu sur la facture d'eau, et vous avez vu à quel point c'est peu transparent et peu connu à la fin du quiz, j'aurais pu vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est vraiment démocratique à partir du moment où on sait si peu de choses? Donc si vous prélevez la preuve, si vous prélevez toujours plus, c'est très peu connu, très peu su. Et le prix de l'eau ne cesse d'augmenter, lié notamment à tous ces prélèvements. Donc avec tout le fait des pollutions de l'eau, et donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment un désengagement de l'État complet, puisque l'usager finance à tous les niveaux la politique, la politique de l'eau et l'absence de volonté politique, et donc du coup la soumission à tous les intérêts et lobbies. Très clairement, le lobby du phytopharmaceutique aussi, du pesticide, et les lobbies des entreprises privées qui apportent une compétence aux communes pour traiter, et beaucoup de communes se retrouvent démunies. Et des fois, on leur dit, il faut déléguer, eux savent gérer ce genre de situation. Donc, on a un désengagement généralisé et du coup qui se répartit sur la facture et le prix qui ne cesse d'augmenter. Et dire qu'on ne boit qu'1% de toute cette eau. Pas avoir accès à l'eau potable aujourd'hui, ça devient un choix pour un non-choix pour de plus en plus de gens. C'est même une situation subie. La pauvreté en eau, c'est une réalité. En France aussi. On a l'impression que c'est quelque chose des pays du Sud. Mais non, parce qu'avec tout ce système-là, d'augmentation du prix de l'eau, d'appauvrissement généralisé de la population, pour tout un tas de raisons, de creusement des inégalités sociales, il y a de plus en plus d'impayés d'eau. Mais ils n'ont pas le droit de couper l'eau. Depuis pas longtemps, depuis 5 ans. Ça fait seulement 5 ans qu'on n'a plus le droit de couper l'eau à des gens. Même quand il y a des grosses factures. Oui. Même quand il y a des grosses factures. Et en fait, si vous vivez dans la rue, déjà vous n'avez pas accès à l'eau. Si vous vivez en itinérance, vous n'avez pas accès à l'eau. Et même si vous avez un appartement, de plus en plus de gens ne peuvent plus payer la facture. Et donc c'est vraiment ce qu'on appelle, je vous le disais, la pauvreté en eau. Et c'est devenu un problème public, mais depuis pas très longtemps. Et ce n'est pas venu de l'État, l'alerte. C'est venu du secteur caritatif qui prenait en charge les personnes. Et donc le constat, c'était augmentation du prix de l'eau, des variations de prix de l'eau de 1 à 7 selon les endroits. On estime qu'il y a 1 million de ménages pour qui le prix de la facture d'eau est insupportable. Et donc, ce qu'ont demandé les associations, c'est juste l'application d'un droit, le droit à l'eau, qui existe au niveau de l'ONU depuis 1977. Alors, j'espère que ça va coller. Bon, je vais vous le tenir. Je ne sais pas si on va voir. Et donc, pendant pas mal d'années, ils ont demandé l'application de ce droit, et il a fallu attendre 2006, et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, pour que dans l'article 1er, c'est quand même fort, l'article 1er d'une loi en général, soit marqué que chaque personne pour son alimentation et son hygiène a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Donc là, on voit bien que dès la formulation de la loi, on soumet toutes les actions possibles de l'application du droit à l'eau à la logique marchande. Il faut que ça reste dans le cadre d'un service marchand, payant. Et déjà, pendant pas mal d'années, il y a eu très peu d'application de cette loi. Et après sont arrivées des solutions, un peu comme l'eau potable, des solutions curatives. C'est-à-dire qu'on n'allait pas chercher les causes de l'appauvrissement, les causes qui font que les personnes ne peuvent plus payer l'eau, notamment celle-ci. Mais on leur donnait des chèques eau ou le fonds social logement. Mais tout un tas de dispositifs qui ne sont pas accessibles à tous si vous n'avez pas de facture d'eau. Si vous êtes en habitat collectif et que vous avez un compteur pour 50 personnes. Donc ça augmente le prix du loyer, mais ce n'est pas forcément visible. Donc toutes ces solutions aussi étaient curatives. Et qu'est-ce que je voulais dire après? Et aussi, on a quand même, ça a été la chose, interdit les coupures d'eau. Parce que jusqu'en 2013, on pouvait couper l'eau et c'était fait. Et c'est même encore fait aujourd'hui. Mais les gens ne le savent pas forcément que c'est interdit. Et si vous êtes en situation de dette ou autre et qu'on vous coupe l'eau, vous n'avez pas forcément le réflexe de vous dire non, ils n'ont pas le droit. On a un peu cette foi en les institutions. Si on me coupe l'eau, c'est que forcément ils le peuvent, si on me le dit. Ou alors on mettait des réducteurs de pression. Et ça, il y a des associations qui se sont portées partie civile et qui ont réussi à faire condamner, donc c'était des sociétés privées, alors pour le coup je crois que c'était Veolia, mais je crois qu'il y en a plein qui le font, toutes quasiment. Pour ces condamnés du coup pour ces réducteurs de pression. Donc on voit bien que très clairement, face à des enjeux économiques et des lobbying qui sont très très forts, les choix politiques, ou plutôt les non-choix, vont dans le sens de faire porter beaucoup plus sur l'usager le paiement de toutes ces dégradations. Et ça se répercute encore plus sur les plus démunis, en allant très très loin, presque dans l'intime, pour justifier ces décisions. Donc, on a aussi donc, un désengagement de l'État, j'ai dit, à différents niveaux de ces politiques, et aussi un désengagement... Enfin, les communes, avant, avaient quand même un soutien des autorités publiques, enfin des services de l'État. Il y avait une ingénierie publique, notamment, qui permettait aux communes de bénéficier des compétences de l'État, assez neutres dans la négociation des contrats, ou voire même pour pouvoir rester autonome. Et aujourd'hui, l'ingénierie publique n'existe plus. C'est interdit. Il faut être dans un régime concurrentiel. Donc, les communes, soit ont intégré elles-mêmes des compétences en interne, et peuvent arriver à se fédérer, ou soit elles sont obligées d'aller vers des délégations ou vers des bureaux d'études qui peuvent les assister dedans. Donc des coûts aussi. Et ça aussi, évidemment, ça bénéficie plutôt aux sociétés privées, même s'il y a beaucoup de retours en régie assez notables qui ont été marqués, mais qui ne sont pas à la portée forcément de toutes les petites communes. D'où une loi qui incite les communes, qui oblige les communes à se regrouper à l'échelle intercommunale, soi-disant parce que ça garantirait une meilleure gestion de l'eau. Finalement, pour boucler la boucle, qu'est-ce que je pourrais dire à la petite fille qui voulait être justicière aventurière? Enfin, aventurière justicière. Alors, que le côté aventurière, bah, finalement l'aventure ça peut être partout, au coin d'une rue, au sommet d'une colline, dans une salle polyvalente à Limoux, seul, ensemble. Par contre la justice, le côté justicière, bah, que la justice sociale, bah, c'est pas que l'affaire d'une super-héroïne. Même si on peut faire des choses au niveau individuel, la justice sociale, c'est l'affaire de tous et toutes, et au premier rang de l'État, qui est censé en être le garant. Et à l'heure où apparemment l'État se désengage complètement et renforce les inégalités sociales plutôt que de nourrir le bien commun et de le protéger, fait de la solidarité un délit, bah, ça augure peut-être de belles perspectives de convergence des luttes, hein, environnementales, sociales, parce que comme vous le voyez, en parlant d'eau potable, on parle de tout, hein.